I've been mad for fucking years, absolutely years. Been over the edge for yonks. Been working my buns off for all the bands. I've always been mad. I know I've been mad. Like the most of the show. Very hard to explain my even to the Norman Smith, quant à lui, doutait quant à l'avenir du groupe, mais qui allait composer les chansons, car tout venait de Syd Barrett. Pourtant, Roger Waters et Rick Wright se mirent résolument à la tâche et vont écrire la presque totalité d'un deuxième album, l'excellent A Saucerful of Secrets. Gilmour, pour le moment, ne compose pas, mais en studio, il est le moteur pour exécuter les idées des deux autres et toujours prêt à expérimenter. On continue les tournées à travers l'Europe et le succès grandissant, mais on ne parle pas encore d'un super groupe. La maison de disques EMI ne s'était pas mêlée de la séparation du groupe avec Syd Barrett. Pourvu que les contrats soient honorés, les affaires sont les affaires. Mais revenons à l'élaboration du deuxième album. Juin 1968, c'est l'apparition de A Saucerful of Secrets, un album qui renferme des trésors très psychédéliques, très travaillés et très inspirés. Le titre emblématique sera Set the Control for the Heart of the Sun. Waters était maintenant un compositeur sérieux et Wright pouvait apporter sa contribution. Et Gilmour, dès l'album suivant, allait lui aussi amener des compositions. Plus tard dans l'année, tournée américaine. Pour réussir, il fallait faire comme les Beatles. Il fallait s'imposer en Amérique. New York avec un public réceptif. Ensuite, Boston, Philadelphie, Seattle ou Los Angeles. Tout va pour le mieux. Le groupe rencontre des gens du milieu comme les Who ou Jimi Hendrix. Décembre 1968, on commence l'enregistrement du troisième album du groupe, More, une bande-son du film du même nom de Barbet Schroeder. Un album qui va s'imposer plus que le film lui-même. Un album qui va paraître en juin 1969. Encore là, un excellent album qui renferme d'excellents morceaux. Un album où David Gilmour va assurer toutes les parties vocales. Une session où Waters compose beaucoup. Néanmoins, tout le monde apporte sa contribution dans les compositions. C'est aussi à cet instant qu'on introduit un son définitif au groupe, avec l'arrivée de la voix de David Gilmour, qui chantera les plus grands classiques de la formation. À retenir comme pièce maîtresse Cyrus Minor, d'une grande poésie et une finale au clavier inoubliable de Rick Wright. Printemps 1969, un incident qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Nick Mason raconte: une tournée majeure à travers le Royaume-Uni s'acheva au printemps 1969 au Royal Albert Hall. Un spectacle qui fait date, mais certainement pas pour David Gilmour, qui à cause d'un mauvais branchement électrique reçut une décharge électrique qui le projeta de l'autre côté de la scène et le laissa tremblant jusqu'à la fin de notre prestation. Durant l'été 1969, le groupe travaille sur le quatrième album, Ummagumma, album double avec le premier disque en live et des morceaux très forts, Astronomy Domain, Careful with That Axe Eugene. Le deuxième album en studio est très expérimental et on retiendra le superbe The Narrow Way de Gilmour. Gilmour a toujours eu du mal avec les paroles. Il demandera à Waters
de lui écrire le texte, mais Waters refusa tout net. Gilmour accouchera de l'un de ses rares textes dans toute sa carrière. Waters et Gilmour vont aussi aider Syd Barrett à produire son premier album, The Madcap Love, un album qui reflétait l'esprit de Syd Barrett. Aucune cohérence, album étrange qui ne rencontrera qu'un succès confidentiel. On finit l'année 69 en écrivant des morceaux pour le film Zabriskie Point, une expérience plus ou moins réussie qui n'apparaîtra pas dans le film, surtout dû aux caprices du réalisateur, donc aucune parution. On retrouvera ces bandes bien plus tard dans les années 2000 sur des compilations. Le groupe avait gardé précieusement les bandes pour une utilisation ultérieure. Juin 70, le groupe va jouer au célèbre festival de Glastonbury, un festival qui existe toujours de nos jours. Ils vont y jouer pour la première fois un immense morceau de 24 minutes, soit Atom Heart Mother, leur 5e album. Le thème central était de David Gilmour et on était maintenant rendu à incorporer un orchestre symphonique. C'est tout dire de l'évolution musicale du groupe qui était à une vitesse grand V. Malgré le problème que l'arrangeur Ron Gessen rencontra avec l'orchestre, le groupe va accoucher d'un grand disque, un vrai travail de groupe avec de grands morceaux. Pour être plus précis, pour les difficultés que Gessen rencontra avec l'orchestre symphonique, c'est que les musiciens ne voulaient pas être dirigés par quelqu'un qui n'était pas de formation classique. À cette époque-là, les grands orchestres méprisaient les groupes de rock. Gessen finit par se faire écouter par l'orchestre, mais ce fut une expérience difficile pour tous, avec des musiciens de formation classique qui les regardaient de haut. Atom Heart Mother sort au mois d'octobre, premier chef-d'œuvre du groupe. Durant l'été 1970, on joua Atom Heart Mother lors d'une tournée en Europe. Le groupe prenait de l'assurance. Il était de plus en plus à l'aise de jouer avec un orchestre symphonique. Nick Mason, par contre, dira: la cohabitation n'était pas toujours facile. L'ambiance n'était pas toujours détendue, malgré la présence des épouses et des enfants. Notre expérience de vie en communauté ne fut pas vraiment un succès. Même quand nous voyageons à 4, il arrivait que nos rapports soient tendus. Et si nous étions plus nombreux, les occasions de friction étaient nombreuses. Les gars travaillaient beaucoup depuis 1967, jusqu'à 200 concerts en une année, 2 tournées en Amérique, 5 albums studio. Les gars étaient toujours ensemble. Un jour, Nick Mason mit Roger Waters mal à l'aise devant son épouse sur des histoires d'infidélité, ce qui créa un froid qui prit du temps à se dissiper. Waters avait un caractère spécial. Dès le début 71, le groupe n'arrête pas et on est en studio pour un 6e album, un autre grand disque, Medal, avec de grands titres comme le fameux Echoes, un morceau de plus de 20 minutes, un vrai travail de groupe où chacun apporte sa touche dans ce morceau d'anthologie. Aussi, le fameux One of These Days avec le son de basse bien reconnaissable de Waters. Parution de Medal en octobre 1971, 2e grand disque en 2 ans. Pink Floyd est maintenant un groupe qu'on ne peut plus contourner. À cette même époque, parution de Relic, une compilation de morceaux inédits ou de morceaux de 45 tours, un excellent album. L'année se termine avec une tournée au Japon et en Australie.
À cette époque, Nick Mason raconte une anecdote savoureuse où on constate quelle sorte de caractère pouvait avoir Roger Waters, même si cette fois, tout le monde se bidonna. Un soir, notre manager Steve O'Rourke s'assied à notre table et annonce qu'il est tellement de bonne humeur que rien ne pourra le fâcher. Mais en moins de 7 minutes, il nous avait quittés, furieux, pour aller dîner seul dans sa chambre. Roger Waters, largement encouragé de nous tous, avait facilement trouvé la faille. Il avait, le plus sérieusement du monde, proposé de réduire la commission de O'Rourke. À une autre occasion, Waters s'acharna encore sur Steve O'Rourke. Lors d'un petit déjeuner, Waters avait dit que les gens créatifs penchaient toujours la tête vers la droite et les moins créatifs penchaient la tête vers la gauche. Évidemment, tout le monde penchait vers la droite, sauf Steve O'Rourke, et Waters atteignait toujours sa cible. Malgré tout ça, O'Rourke demeura leur gérant pour toute l'existence du groupe. 1972 sera l'année où le groupe créera l'album le plus emblématique de leur existence, Dark Side of the Moon, qui prendra plus d'1 an pour être achevé. Bien que le groupe avait produit de grands albums et que les ventes étaient excellentes au Royaume-Uni, les ventes étaient faibles aux États-Unis, et ce, malgré les 3 tournées que le groupe y avait effectuées. Mais l'année 1972 allait être une année fort chargée et l'année la plus productive de leur carrière. Début 1972, Roger Waters s'attelle à la tâche et écrit des textes sans musique. Il deviendra responsable de tous les textes du groupe à partir de ce moment-là. Le groupe continue de se voir à chaque jour. On travaille le plus sérieusement du monde et en quelques semaines, on a une version jouable de Dark Side of the Moon. Mais c'est loin d'être terminé. L'enregistrement studio prendra près de 14 mois, interrompu par les tournées, et l'enregistrement de leur 7e album, Obscured by Cloud, une musique de film pour Barbet Schroeder. Un album qui sortira en mars. Un disque qui n'est pas vraiment un disque concept, c'est une bande-son faite rapidement, et Nick Mason dira plus tard qu'il aurait été surpris quand même par le résultat qu'il jugeait plus qu'honnête, car le groupe avait déjà toute son attention sur le projet Dark Side of the Moon. Un autre grand projet va occuper le groupe, et ici nous arrivons à Pink Floyd à Pompéi, qui a été filmé sur les lieux même en octobre. Le groupe va jouer live et refusera le playback. Tout se passe bien à Pompéi et on complétera l'enregistrement durant l'année en studio à Paris. Pink Floyd à Pompéi est un témoignage important de Pink Floyd à cette époque. Mais tous ces projets ne font pas dévier le groupe de leur projet principal, de Dark Side of the Moon. Les gars savent qu'ils tiennent là l'album de leur vie et ils ne veulent pas le louper. L'album qui va demander d'être fignolé en studio et va demander un gros travail de production. Alan Parsons arriva comme ingénieur du son et le groupe l'apprécie. Il avait déjà travaillé avec les Beatles et de plus, il était musicien et connaissait les ficelles du métier. Mason disait que sa batterie n'avait jamais aussi bien sonné avec Alan Parsons comme ingénieur du son. Parsons enseigna beaucoup au groupe comment couper des bandes et les recoller parfaitement. Il était responsable de tous les sons que nous entendons dans l'album, comme le battement de cœur ou les sonneries d'horloge, relier les chansons entre elles. Parsons doit recevoir beaucoup de crédit pour cet album, qui fut produit par le groupe,
mais sans l'apport de personne, nous n'aurions jamais entendu un son qui, presque 50 ans plus tard, n'a pas pris un ride. Toutes les chansons sont exceptionnelles. Lancement en mars de leur meilleur album. Un album qui imposera le groupe en Amérique. On cite diverses sources pour les ventes de ce disque. 736 semaines de 1973 à 1988 dans les classements. Des estimations de 45 millions de ventes. Malgré tout ce succès, le groupe est insatisfait du travail de Capitol Records dans leur distribution aux États-Unis. Et malgré les ventes fantastiques de Dark Side of the Moon, ce sera le dernier album distribué par Capitol. Les albums suivants seront distribués par Columbia et Capitol n'y pourra rien. Car le groupe avait déjà signé avec Columbia avant l'apparition de Dark Side. Dark Side ne faisait qu'honorer le contrat avec Capitol. Le groupe avait la conviction que les pauvres ventes aux États-Unis de leurs 7 premiers albums étaient la responsabilité de Capitol, qui négligeait la promotion, qui ne prenait pas le groupe au sérieux. Capitol n'auront qu'eux à blâmer, car des ventes phénoménales pour les 3 prochains albums vont leur échapper. Dark Side of the Moon est le 8e album du groupe, un succès incomparable qui a très bien vieilli. Un disque intemporel, le chef-d'œuvre qui va leur donner l'étiquette d'un super groupe. C'est l'album qui les rendit riches et indépendants de fortune. Le restant de 1973 et 1974 va être occupé par les tournées. 1974 verra le groupe prendre des vacances, de vraies vacances sur une longue période. Le succès de Dark Side va les rendre craintifs pour retourner en studio. Ils savent déjà qu'ils sont condamnés à l'excellence et qu'on les attend au premier détour. Dorénavant, le jeu des comparaisons va sans cesse revenir. 1974 sera la première année où ils ne produiront pas. Les choses avaient aussi changé entre eux et le désir de toujours travailler, d'aspirer au sommet, semblait s'être estompé. Nick Mason raconte: « Il n'y avait aucune dynamique dans notre groupe à cette époque. L'engagement des premiers temps s'était dissipé. Certains d'entre nous avaient fondé une famille et prenaient conscience de leurs responsabilités. Ils avaient des enfants, ils étaient des pères. Mason avait un enfant, Wright en avait 2. Leur manager, Steve O'Rourke, avait 2 enfants. La vie de famille et les tournées ne sont pas vraiment compatibles. Waters, de son côté, souhaitait des tournées plus courtes, ne dépensant pas 3 semaines. Les tensions entre Waters et Gilmour ont commencé à faire surface pour les crédits sur les compositions, Gilmour s'estimant parfois lésé par Waters. Le reste de l'année a vu le groupe sans cesse remettre la parution d'un nouvel album, contrairement au passé, alors que l'on travaillait continuellement. Le responsable des tournées, Peter Watts, devenait de moins en moins fiable et le groupe découvrit qu'il avait de gros problèmes de drogue. Et contrairement à l'époque de Syd Barrett, où le groupe avait fait de l'aveuglement volontaire, on décida d'aider Watts et de l'envoyer en clinique. Malheureusement, Watts mourra d'une overdose en 1976. Il faut préciser que le groupe se sentait coupable de l'épisode Barrett. On avait conscience qu'on ne l'avait pas aidé de la bonne manière. On l'avait laissé à lui-même, seul, face à des événements qui le dépassaient et qui le détruiraient. On était tellement à la recherche du succès qu'on a décidé de s'en débarrasser. On n'avait pas le temps. Selon Mason,
il y avait un manque évident de motivation et d'énergie, et les concerts pouvaient s'en ressentir à certaines occasions. On ne pratiquait tout simplement pas assez. À cette époque-là, la séparation était proche. Chacun avouera plus tard qu'il avait pensé à ses options en cas de séparation. Mais malgré tout, le groupe finit par se ressaisir après de gros passages à vide, contrairement aux Beatles qui, dans les 2 dernières années, avaient plongé dans les conflits jusqu'à une rupture fracassante qui les a menés jusqu'aux tribunaux. On retourne en studio en janvier 1975. Il y avait de légers différends entre les membres du groupe, mais rien d'insurmontable. Les choses avaient quand même changé. Le groupe finit par accoucher d'un autre grand disque, Wish You Were Here, avec de grands titres comme Shine On You Crazy Diamond et Wish You Were Here. Et l'album paraît en octobre 1975 et encore une fois, c'est un accueil triomphal. C'est le dernier album avec un vrai travail de groupe. Un grand événement arriva durant la session d'enregistrement. Un événement triste qui replongea le groupe dans un passé douloureux. Un passé qui les replongeait dans une culpabilité qui ne les avait pas vraiment quittés. Le 5 juin 1975, une visite inattendue à Abbey Road d'un personnage du passé. Ici, nous citons Nick Mason. En me rendant dans la salle de mixage, je vois un type au crâne rasé, vêtu d'un vieil impair tout froissé. Il avait un air inoffensif. J'en conclus qu'il devait être un ami de l'un des ingénieurs. Gilmour me demande si je savais qui c'était, et je lui réponds que non. Et David Gilmour me répondit que c'était Syd Barrett. Il avait tellement changé que j'en fus horrifié. Il avait 40 kilos en plus, la tête rasée. Il avait une conversation décousue, dépourvue de sens. On ne l'avait plus vu depuis 1970. Sa présence nous a plongés dans des souvenirs qui nous ont ramenés à un grand sentiment de culpabilité. Nous étions tous un peu responsables de l'état où se trouvait Syd aujourd'hui. Notre aveuglement, notre manque de sensibilité ou tout simplement notre égoïsme avaient participé à son délabrement mental. La rencontre fut même malaisante pour les gars, car il avait été surpris par cette visite auquel il n'était pas préparé. On lui demanda comment il alla, et il répondit « Eh bien, j'ai une télé couleur et un frigo. J'ai des côtelettes de porc dans le frigo, mais elles n'arrêtent pas de moisir, alors je suis obligé d'en racheter. » On constata alors que Syd Barrett était dans un épais brouillard, complètement fêlé. Après la visite surprise de Syd Barrett et la parution de Wish You Were Here, nous arrivons à l'année 1976. Le groupe se construit son propre studio à Britannia Row. Ils n'ont rien à reprocher au studio Abbey Road, mais avec leur propre studio, ils pourront enregistrer quand ils veulent et ils auront la possibilité de produire d'autres artistes. Donc, un exercice plus rentable et une liberté artistique. 1976, c'est l'année de l'album Animals. Un album moins compliqué que les 2 précédents, moins surproduit, mais encore un grand disque, très bien accueilli par les critiques et le public. Par contre, les tensions sont toujours là entre Waters et Gilmour, et même avec Rick Wright. Gilmour s'estime lésé dans les crédits d'écriture, et Wright est écarté des compositions par Roger Waters. Il est alors moins présent.
Janvier 1977, parution d'Animal et plusieurs tournées avec le fameux porc géant gonflable qui survolait la scène et les spectateurs. Et on reste toujours fidèle à notre marque de commerce, soit des jeux de lumière. Même si les concerts étaient appréciés, les membres trouvaient qu'ils auraient pu faire mieux. Les tournées ne duraient pas plus que 3 semaines et les gars sentaient que ce n'était qu'à la 3e semaine qu'ils trouvaient leur marque. Et rendu là, la tournée était terminée. Rien de plus à signaler pour cette période. Animal, leur 10e album, se vend par millions et les tournées se passent sans problème. Par la suite, le groupe va entrer dans sa plus longue période sans produire un album. Animal paraît en janvier 1977 et c'est en décembre 1979 qu'arrivera le prochain disque, soit presque 3 ans plus tard. Mais on ne perdait rien pour attendre. Ce sera l'arrivée de l'album double de Wall. C'est un spectacle à Montréal, au Stade olympique, en 1977, qui va donner à Roger Waters l'idée originale du concept pour The Wall. Un groupe de gens survoltés, proches de la scène, criaient sans arrêt et réclamaient des chansons sans cesse. Ils déconcentraient le groupe et Waters perdit le contrôle et cracha au visage du leader du groupe. C'est l'un des pires souvenirs du groupe en carrière, mais Waters en repartit avec une idée. Il se mit à réfléchir à un spectacle où le public serait séparé de ses idoles, au sens propre comme au figuré. Il y aurait littéralement un mur entre le groupe et le public. Durant toute l'année 78, Waters va travailler sans relâche au projet, pendant que Gilmour et Wright travailleront sur des projets solo. L'enregistrement allait s'étaler de décembre 1978 à novembre 1979. Le projet initial de Waters allait être modifié avec l'ajout de chansons de Gilmour. La discorde va se poursuivre durant cette session. Mason dira: la répartition des rôles des autres membres de l'équipe dans ce projet allait devenir une pomme de discorde. La démonstration de Roger, très complète, n'accordait guère de place à Rick Wright. Plus tard, David a senti que sa contribution musicale n'allait pas être reconnue à sa juste valeur. La chanson Comfortably Numb, peut-être le meilleur morceau de l'album, était une chanson de Gilmour. Waters y ajouta 2 couplets au début de la chanson et fit inscrire Waters-Gilmour comme auteur, ce qui blessa profondément Gilmour. Et il est vrai qu'il avait raison. Ça aurait dû être Gilmour-Waters. L'enregistrement est en cours depuis 6 mois et durant l'été, le drame entre Rick Wright et Roger Waters finit par arriver. Les parties de clavier devaient être enregistrées durant l'été et Wright refusa à la stupéfaction de Waters. Wright rongeait déjà son frein et ne satisfaisait jamais Waters. Waters avait l'impression que Wright ne faisait aucun effort. Waters appela Steve O'Rourke pour lui dire de congédier Wright, qu'il pourrait demeurer pour la tournée comme artiste invité et qu'après la tournée, ce serait la fin pour lui. Et Richard Wright ne fit aucune objection et fut même soulagé, plus de tension et d'avoir à supporter Waters. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la tournée de The Wall a essuyé des pertes car trop onéreuses. Les 3 se partagent les pertes alors que Wright, comme musicien salarié, fit de l'argent. L'atmosphère était très lourde en studio. Bob Ezrin, producteur de l'album, devait arrondir les angles entre Gilmour et Waters
dont les relations s'envenimaient. Il y parvient tant bien que mal, et il obtient le meilleur des deux hommes. Nick Mason dira aussi « Les événements de cette époque restent flous dans ma mémoire. Roger était encore mon ami le plus proche, mais notre amitié était en péril. Il s'efforçait de transformer un groupe démocratique en une troupe dirigée par un chef. Malgré tout ça, le groupe accoucha d'un album excellent qui rencontra un grand succès. Gilmour avait apporté sa touche en chantant sur 9 titres et ses solos de guitare toujours au summum de la profession. Mais l'album n'est plus un ouvrage de groupe, c'est l'album de Waters, assisté de Gilmour. L'album parut fin novembre 1979. Énorme succès. Le groupe resta sur le projet et film jusqu'à 1982. Durant la tournée pour The Wall, les relations entre les 4 membres du groupe continuent d'être très tendues. Nick Mason raconte. En juin 1981, au moment des 4 représentations d'Earl's Court, le spectacle était bien rodé. Ce fut aussi les dernières fois où Waters, Gilmour, Wright et Mason joueront ensemble. Les relations au sein du groupe s'étaient encore dégradées. Elles étaient nettement plus mauvaises que durant l'enregistrement. Dans les coulisses, chaque membre avait sa loge. Celle de Waters et Wright se tournait le dos. Chacun organisait sa fête après le concert, en prenant bien soin de ne pas inviter l'autre. The Wall fut un grand succès, mais nous assistons à la dislocation du groupe avec le départ de Rick Wright. Après la tournée de The Wall, de l'avis de Mason, le vrai Pink Floyd n'existe plus. L'absence de Wright pèse lourd sur Mason et Gilmour. Waters présente The Final Cut aux deux autres. Mason semble d'accord avec le projet. Gilmour, quant à lui, trouve le projet plus ou moins intéressant. Malgré tout, on commença l'enregistrement. Les idées de Gilmour étaient systématiquement rejetées par Waters. Waters laissa une seule chanson chantée par Gilmour, Not Now John. Mason va raconter, par le passé, la voix de David influençait naturellement et très subtilement la structure mélodique des chansons de Roger. C'en était fini de cette époque. Ce changement, ainsi que l'absence de Rick, entraînèrent la disparition des éléments fondamentaux qui avaient singularisé le son Pink Floyd. De plus, on se retrouve avec un album écrit par Waters sans aucun crédit d'écriture pour les deux autres. The Final Cut parut en mars 1983, un album moyennement bien reçu. Le son Pink Floyd n'est plus là. La voix de Gilmour pour une chanson seulement. Un disque verbeux avec beaucoup moins de mélodie. Aucune tournée n'est prévue pour la sortie de l'album. La fin de Pink Floyd est proche. 1986, David Gilmour et Nick Mason parlent de faire un album sous le nom de Pink Floyd et de faire revenir Rick Wright. Les relations avec Waters ne sont pas au beau fixe et Waters déclare publiquement que Pink Floyd s'est terminé. Gilmour est furieux et ne voit pas pourquoi Waters aurait le droit de dissoudre le groupe. Waters affirme même que Pink Floyd c'était lui et que Gilmour ne serait jamais capable de repartir la machine. Tout cela contribue à motiver Gilmour. D'octobre 86 à mai 87, on enregistre l'album A Momentary Lapse of Reason. On retrouve le son Pink Floyd, les solos et la voix de Gilmour. Un excellent disque, le 13e du groupe. Une énorme tournée
de septembre 87 à juin 90 avec plus de 200 concerts. Gilmour, Mason et Wright sont appuyés par d'excellents musiciens. La tournée débuta au Canada, ensuite les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon. Par la suite, toute l'Europe, la France, l'Italie et même la Russie. Un album studio et un album live réussi de bout en bout. C'est un succès pour David Gilmour qui réussit à repartir la machine Pink Floyd. 1993 sera la dernière année où Pink Floyd enregistrera. On répète le même truc, on enregistre un 14e album, The Division Bell, un autre excellent album avec maintenant Rick Wright qui va donner dans la composition, une première depuis 1975. À peu près la même équipe de musiciens pour appuyer Gilmour, Wright et Mason. Et la tournée à venir, la tournée Pulse. Ce sera une grande tournée de mars 1994 jusqu'à la fin de l'année, avec plus d'une centaine de spectacles. À souligner, un 15e et dernier album, The Endless River, qui sont des chutes studio datant de la session de Division Bell. De 1967 à 1994, Pink Floyd aura marqué les esprits de millions de personnes. Passant de timides témoins des prouesses des Beatles en studio à l'un des plus grands groupes de son époque, ils auront produit une musique qui aura traversé les époques, une musique appréciée par plus d'une génération.